On dit Sian? Ouais. Ok. Lui, c'est Gabriel Sian. Il a vendu 2 boîtes et a atteint la liberté financière. En clair, il n'a plus de soucis à se faire. Mais au lieu de se la couler douce, il a choisi un nouveau défi. Un truc fascinant, la longévité. C'est le truc qui obsède les riches car elle permet d'atteindre l'immortalité. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et Gabriel m'a tout expliqué. Alors installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode d'Histoire de résonance. Bonjour Gabriel Sian, bienvenue dans Histoire de résonance. Bonjour Pierre-Alexandre, merci de m'inviter. Aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes aussi vastes que le prolongement de la vie, l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, la signification de gagner beaucoup d'argent, et des questions plus profondes sur le sens de tout ça. Mais avant de plonger dans cette discussion, j'aimerais te poser une question très simple. Qui est Gabriel Sian ? Vaste question, et pas la plus simple à répondre. Je vais essayer de le faire de la manière la plus concrète et synthétique possible. Donc j'ai 43 ans, j'habite à Aix-en-Provence, marié, j'ai 2 enfants en bas âge de 3 et 6 ans. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié à part de ma propre entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai créé plusieurs entreprises, j'en ai vendu 2. La dernière était une très belle opération en 2021. Une société vendue à un grand groupe américain coté en bourse. Et donc, très belle coïncidence et très beau planning aussi par rapport à mon plan de vie que j'ai toujours eu. C'est à ce moment-là que j'ai eu 40 ans. Et donc je me suis dit, à partir du moment où je vends ma société, je deviens indépendant financièrement, je vais redonner un nouveau sens à ma vie en me consacrant à un projet qui a du sens pour moi, au-delà de l'aspect purement financier, de gagner de plus en plus d'argent, puisque cette indépendance financière a déjà été atteinte. Et il vient d'où, Gabriel ? Il vient d'où? Alors si on parle des origines, je suis roumain d'origine, je suis né à Bucarest, j'arrive en France en 2000, je fais mes études, classe prépa et école d'ingénieur. Et je me rends compte que j'ai dans mon ADN d'être entrepreneur, quitte à traverser le désert, quitte à quelque part braver tous ces a priori qui existaient en 2000 par rapport à l'entrepreneuriat. Donc aller braver tout ça, aller dépasser tous ces obstacles et atteindre justement cet équilibre qui est le mien, qui est celui d'un entrepreneur qui a réussi avec son entreprise et qui a également son indépendance, qui peut vraiment prendre sa vie entre ses mains. Et du coup, quelles sont tes origines sociales ou quelle a été ton enfance en Roumanie ? Mes parents sont professeurs, enseignants. Vie avec beaucoup de pression. Mes parents m'ont toujours transmis cette idée qu'ils n'ont pas les moyens financiers de m'entretenir. Et donc finalement, il faut que je me prenne en charge tout seul. Donc beaucoup de pression sur le fait de se dire finalement, ce que ta vie deviendra dépend intégralement de toi. Donc si pardon de l'expression, tu te sors les doigts de là où je pense et tu te prends en charge, et tu vas bien réussir. Sinon, finalement, tu n'auras que les conséquences de tes propres actions. Nous, on ne pourra pas te soutenir plus que ça. On te donne un patrimoine académique à la hauteur de ce qu'on est en mesure de t'offrir, mais par contre, tout le reste, il faut que tu te le construises tout seul. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte et j'ai compris vraiment au plus profond ce que ça représentait. Et puis, finalement, effectivement, j'ai pris cette décision de réussir mes études, donc de réussir par les études, par la réussite académique dans un premier temps, pour ensuite me consacrer à l'entrepreneuriat, qui était ma vocation. C'était quoi les études ? Donc j'ai fait pendant le lycée, j'ai fait pas mal de concours généraux, orientés maths et physique sciences en général. Ensuite, j'ai intégré Louis le Grand en classe prépa. Pour ceux qui connaissent MPI, donc maths, physique, option informatique. À l'époque, maintenant ça a peut-être changé. Je ne sais plus exactement comment ont évolué les filières. Et ensuite, l'école polytechnique et Télécom Paris-Tech en école d'application. Et alors, qu'est-ce qu'on retient de ce système académique-là ? Donc écoute, pour moi, c'était globalement très épanouissant. Moi, je suis quelqu'un de très compétitif. Et donc, j'ai retrouvé dans cet environnement-là une compétition saine. Un peu à l'opposé de ce que je rencontrais chez mes copains qui étaient en classe prépa commerce ou littéraire. Hippocane Cannes, c'était infernal. Chez nous, dans la filière scientifique, c'était une concurrence, mais une concurrence dans l'émulation. Et donc, on s'entraidait. Et donc, à la fois, il y avait de la concurrence, mais il y avait aussi de la collaboration.
Et puis là où ça m'a aidé également, c'est, de côtoyer ce qui allait devenir les élites de la France. Donc j'ai des potes qui sont maintenant dans des postes, vraiment importants, et qui font quelque part la France, aujourd'hui au niveau financier, au niveau politique. Et donc le fait de côtoyer des gens comme ça et quelque part, d'intégrer les codes de cette société-là, de cette frange de la société m'a beaucoup aidé. Ce que je ne retiens pas aussi, c'est, le corollaire un peu de ta question. Il y a eu, on m'a déversé, une quantité de connaissances académiques impressionnantes, dont je ne garde pratiquement rien. Ce que je garde, c'est la capacité à apprendre très vite, la capacité à travailler de manière très intense, la capacité à appréhender un environnement complexe, une nouvelle compétence complexe très rapidement. Finalement, tout est quelque part, parti, aussi vite que c'est arrivé. Et Problème de pédagogie des professeurs? alors j'avais un sujet et une espèce de frustration que je garde toujours, c'est, le fait de ne pas hiérarchiser l'information. Donc moi, en classe prépa et en école d'ingé aussi, j'avais des pavés énormes qu'il fallait ingurgiter, et donc des centaines et des centaines de pages de théorèmes, de démonstrations, et cetera. Et finalement, cette information n'était pas hiérarchisée. J'imaginais toujours une pyramide avec tout en haut l'essentiel. Une fois que tu as compris l'essentiel, tu peux descendre à un niveau inférieur, ou comprendre les détails. Une fois que tu as compris ces détails-là, tu comprends les détails des détails, et ainsi de suite. Et donc, finalement, si tu as un temps limité, et en classe prépa, vu la quantité d'informations qui nous étaient transmises, c'était une évidence. Au moins, tu vas aussi loin que possible dans la profondeur en fait de cette pyramide-là. Je n'ai pas eu cette structuration de l'information, donc finalement, je passais mon temps probablement sur des choses qui étaient secondaires, tout en négligeant les choses qui étaient importantes. Est-ce que c'était un problème? Pour moi, ça l'était. J'aurais bien aimé que l'information soit transmise par les enseignants de cette manière-là. Après, c'était aussi un challenge pour nous de comprendre les choses qui étaient importantes et encore une fois, d'ingurgiter le plus de connaissances possible. Alors pourquoi tu veux rentrer à Polytechnique? Est-ce que c'est parce que tu veux pas passer pour un médiocre? Parce que tu veux avoir la meilleure école? Quel est, ce qui sous-tend cette décision de rentrer dans cette école? Ouais, donc moi, au début, dès le lycée, en fait, j'étais très compétitif. J'ai participé, comme je disais, à des concours généraux de maths, de sciences physiques. Et pour moi, être le premier, c'était porteur de sens, c'était porteur d'épanouissement en soi. Je n'avais pas forcément de questions au-delà. Je savais aussi que quelque part, d'une manière qui était assez confuse pour moi, la réussite académique était associée à la réussite sociale. Vu que je provenais d'un milieu intellectuel, mais finalement somme toute modeste, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis, quand je suis arrivé en classe prépa, le les valeurs, le système de valeurs ambiantes, il était orienté vers, quelle école tu vas faire. Tu avais, l'ENS et Polytechnique qui étaient tout en haut. Tu avais Centrale, les mines qui étaient un petit peu plus bas. Et puis après, tu avais ce qu'on appelait les ENSI, qui étaient nombreuses. Et donc c'était, quelque part, la voie par défaut des gens qui n'ont pas réussi à rentrer dans les écoles plus d'élite. Mais, finalement, j'ai vécu quelque part dans dans ce système de valeurs ambiant, sans forcément à l'époque me poser de questions plus que ça. On rentre à Polytechnique, on sait qu'on fait partie des 1 des Français, on sait qu'on va accéder à des métiers, très prestigieux avec, en quelque sorte, une voie toute tracée. Hem, Comment on en vient à entreprendre? Pourquoi on entreprend alors qu'on est issu d'une famille de professeurs? On est passé par le parcours d'excellence en France. Pourquoi s'extraire après avoir fait autant d'efforts pour arriver là? Effectivement, tout le monde a posé cette question-là et en 2000, entreprendre quand tu as un parcours académique comme ça, c'était, une bizarrerie, une anomalie. Pour moi, j'ai toujours eu cet ADN d'entrepreneur. Quand j'étais au lycée, j'ai vendu des, CD, sur lesquels on gravait j'avais un pote, on s'était «associés» entre guillemets. Il avait un graveur CD qui à l'époque coûtait très cher et qui était inaccessible pour la plupart des familles. Et donc moi je trouvais des clients et lui, gravait des CD de jeux piratés et on les vendait dans la cour de récré. Jusqu'au jour où on a malheureusement gravé un jeu avec des virus dessus et donc ça a un peu cassé le marché. Et donc avec les montants que j'avais réussi à accumuler, j'ai monté un autre business de vente de téléphones portables d'occasion. Donc j'avais ça dans le sang, c'était épanouissant pour moi. Et quand j'ai fini la classe prépa qui était vraiment extrêmement intense au niveau travail, et je suis arrivé à Polytechnique, je me suis dit pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir entreprendre de manière légale et je vais vraiment pouvoir faire les choses sérieusement.
Et donc c'est là où je me suis associé avec un copain que j'avais connu en classe prépa, qui avait intégré Centrale Paris, qui était très bon sur la partie commerciale. Et on a monté ce partenariat, lui sur la partie commerciale et moi sur la partie technique. Et donc quelque part, pour moi, c'était une évidence. Alors j'ai fait un stage de fin d'études dans un grand cabinet de conseil en stratégie. Et je me suis rendu compte que tout simplement, c'était pas fait pour moi, c'était pas épanouissant. Cet environnement très stratifié, hiérarchisé. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était chez A.T. Kearney. Et j'ai réalisé diverses missions. Tu sais, les missions de conseil en strat, c'est tout et rien. J'ai travaillé, je suis devenu entre guillemets «le roi de la banane». J'ai travaillé sur Dole, qui est l'un des producteurs, qui était à l'époque en tout cas, l'un des producteurs principaux mondiaux de bananes. Donc j'ai compris tous les sortiments de bananes, j'ai compris les dessous de ce business-là, les contraintes, etc. J'avais travaillé également sur une mission pour Aéroport de Paris, ADP. Plus sur de la strat, comment se réorganiser et comment évoluer dans un environnement économique qui avait à l'époque pas mal changé. Et alors qu'est-ce qui me manquait? Puisque finalement, on comprend dans tes mots qu'il y a quand même une vision très haute en fait du métier, tu pas à faire des tâches, insignifiantes. Qu'est-ce qui te manquait? Est-ce que tu parlais tu as décrit quand même une vision commerciale. Est-ce que finalement, tout entrepreneur n'est pas avant tout quelqu'un qui a ce besoin vital d'aller vendre quelque chose parce qu'il se sent vivant au travers de ça? Hem, pour préciser, je dirais que tout entrepreneur a plutôt un besoin d'être en charge en fait, d'avoir cette liberté de faire les choses qui lui paraissent le mieux pour le projet en question, sans vraiment avoir d'entrave. Ce qui est souvent le cas en tant que salarié, puisque on va te mettre dans une case et je ne critique pas. C'est le but en fait d'une entreprise, c'est d'avoir toute une structure, de mettre des gens dans des cases plus ou moins flexibles, mais en tout cas, il faut qu'ils aient un rôle. Et donc, il y a des gens qui s'épanouissent très bien dans un domaine qui est très cadré. Ils savent qu'ils doivent faire ceci et pas plus que ça, et donc ça leur va très bien. Et puis il y en a d'autres qui veulent avoir une vue d'ensemble et trouver un sens à ce qu'ils font dans la globalité. Et je pense qu'un entrepreneur est plutôt de la deuxième catégorie. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je voudrais pas non plus faire des généralités, mais je pense que cet élément est au centre, quelque part, de la motivation pour aller entreprendre. Comment on commence à créer une entreprise? On est du coup au début des années 2000, on suit quelqu'un, il y a pas enfin, internet est très peu répandu encore à cette époque. Comment on se documente? Est-ce qu'on va au café du coin? Comment c'était entreprendre au début des années 2000? Donc moi, comme j'avais des compétences techniques, et notamment en développement informatique, j'ai rapidement travaillé en tant que freelance. Alors à l'époque, ce terme n'existait pas trop, mais aujourd'hui, on l'appellerait comme ça, pour des sociétés américaines, sur un site qui s'appelait à l'époque rentacoder.com, qui a été racheté par Ilance, qui s'est transformé en Upwork, qui a été racheté par Upwork. Enfin, tout ça, ça a beaucoup fusionné et consolidé, effectivement. Hem et donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme, dans ce travail à distance qui n'était pas du tout développé en France. Et donc je me suis dit: «Ce concept de Rent-A-Coder» qui, en schématisant énormément, c'était des Indiens qui travaillaient pour des entreprises américaines. Je me suis dit: «Bah, je vais l'adapter au marché francophone». Et donc je vais monter, un projet similaire à Rent-A-Coder, mais sur la francophonie. Et c'est comme ça que ProgOnline.com a été lancé. Et donc, ça m'a permis effectivement de faire pas mal d'erreurs, on en parlait tout à l'heure, d'apprendre beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, sur l'association, sur, la gestion financière, sur la levée de fonds, sur le management, sur le développement d'une culture d'entreprise qui est importante. Et toutes ces choses, beaucoup d'erreurs et beaucoup d'apprentissages très riches. Ce qui m'a permis à la fin de mes études d'avoir une société qui était suffisamment solide pour, pouvoir, me payer, et donc ne jamais être salarié d'une entreprise autre que la mienne. Et alors, cette première entreprise, elle a commencé avec quoi? C'était un site internet, donc effectivement, l'aspect vente était important parce que je me suis rendu compte, donc la vision d'un ingénieur, c'est, plus ou moins, hein, je schématise, c'est, je vais faire un produit super génial et les gens ils vont venir tout seuls. Et en fait, la réalité est complètement différente, c'est que ton produit de 1, il va pas être aussi génial que ça, parce que c'est compliqué de faire un produit génial. Et de 2, personne ne va venir parce que personne ne sera au courant de ça. Et tant que tu n'as pas une espèce de noyau dur de gens qui utilisent, qui en parlent autour d'eux, en fait, tout le monde s'en fout. Et donc ça, c'est très dur, c'est une leçon très dure, surtout, pour des ingénieurs qui attendent, voilà,
que ça vienne, quoi, que le produit soit là et que, quelque part, le flux, arrive tout seul. Alors, comment on fait pour faire venir le flux? Donc ce que j'ai fait, eh bien, j'ai dû, apprendre à vendre. J'ai dû, sortir de ma pièce, quitter un peu l'écran de mon ordinateur et aller discuter avec des gens, les contacter. Donc ce que j'ai fait, c'est, j'ai contacté des prestataires de services, puisque c'était une marketplace. Donc d'un côté, il y avait des porteurs de projets, des donneurs d'ordre, de l'autre côté, il y avait des prestataires. Donc je les ai contactés à la main, par email, par téléphone, j'ai discuté avec eux et petit à petit, j'ai construit un argumentaire qui était suffisamment convaincant pour qu'ils s'inscrivent. Après, c'est pas très engageant non plus, tout ça a été gratuit et l'inscription, je veux dire, et nous, on prenait une commission sur le montant des projets qui transitaient par la plateforme. Et donc ça, c'était la première étape et c'était important de construire ce noyau de gens qui utilisent la plateforme sur ce modèle-là. L'inconvénient, c'était qu'il y avait beaucoup de court-circuitage, des gens qui passaient en direct, et qui ne payaient pas la commission. Et ensuite, on a, fait évoluer le modèle vers un modèle d'abonnement. C'était en 2008-2009, ce qui a vraiment représenté l'essor, l'explosion du chiffre d'affaires et pour la première fois, j'ai senti ce que voulait dire un product market fit. Donc tu sens vraiment que l'offre est en cohérence avec les clients. Pour nous, c'était les porteurs de projets et les prestataires de services et que tout ça est très cohérent et s'entretient mutuellement. Donc là, on est en 2008-2009. Ouais. La crise des subprimes, tout ça, ça affecte rien? Nous, ça nous a aidés parce qu'il y a énormément de développeurs informatiques français qui ont été mis à la porte, qui ont dû quitter leurs entreprises et qui se sont mis en indépendants. Et nous, ça a fait un afflux énorme de freelances qui sont venus s'inscrire sur le site et proposer des compétences qui étaient plutôt élevées. Et donc, non, ça nous a plutôt énormément aidés. Je me rappelle même que j'avais vu pile poil au moment où la crise a explosé, j'avais vu vraiment le point d'inflexion de notre chiffre d'affaires. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah, dans le business, c'est comme ça, c'est cynique, mais tellement dur il faut se réjouir quand tu réussis. Tu es avec un associé, donc là, vous êtes combien dans cette boîte? Ouais, donc là, premiers apprentissages, première leçon très dure sur l'entrepreneuriat. Je monte une entreprise avec des investisseurs qui étaient des cadres dans des grandes entreprises et qui ne comprennent que très partiellement ce monde de l'entrepreneuriat et ses contraintes. Et également avec un associé qui est censé être opérationnel avec moi, qui me quitte très rapidement. Et donc je me retrouve tout seul au niveau opérationnel, avec une société à gérer, avec le côté technique, mais aussi le côté commercial. Et avec des investisseurs qui me donnent des conseils qui sont malheureusement décorrélés de la réalité du marché de l'entrepreneuriat. C'est certainement valable dans leurs grandes entreprises, mais pas dans le monde dans lequel j'évolue. Et donc, plus ou moins tout seul, avec 3 fronts de bataille. Je me retrouve au centre, on peut imaginer ça. Donc il y a un front de bataille, c'est un triangle. Un front de bataille contre les clients, donc augmenter le chiffre d'affaires et convaincre plus de clients du service. Un autre front sur les salariés, donc ou qui ont des intérêts qui ne sont pas alignés, donc il faut aussi les gérer. Troisième front de bataille avec des associés qu'il faut également gérer. Il faut leur expliquer que le retour sur investissement arrivera plus tard, que c'est plus compliqué que prévu, et ainsi de suite. Et donc, voilà, on est tout seul et puis on s'oriente au gré des différentes urgences vers l'un de ces 3 fronts-là pour essayer de gérer voilà, d'éteindre le feu, quoi. Comment on crée une cohésion pour que tout le monde, justement, aille vers cette vision-là? Est-ce qu'il faut forcément faire quelque chose, justement, avec, je sais pas, une boîte qui va résoudre un problème sociétal, le problème climatique, ou on parlera par la suite d'un problème lié à la santé? Est-ce qu'il faut forcément qu'une boîte traite des sujets comme ça pour que les collaborateurs trouvent un sens? Ou est-ce que finalement, même dans une boîte tech comme la tienne, qui est la mise en relation d'individus, il y a quand même un sens. C'est quoi le désalignement qu'on peut trouver? Ouais, donc c'est déjà souvent on parle de solitude de l'entrepreneur, du dirigeant d'entreprise et il y a même des associations, notamment le CJD qui s'est formé sur cette réalité-là et sur ce besoin des dirigeants de finalement se sentir moins seuls et de discuter entre eux et de se soutenir mutuellement. Donc il y a cette réalité-là. Finalement, c'est l'entrepreneur qui porte le projet dans sa globalité. Et puis les salariés, finalement, ils vont avoir des intérêts, voilà, les augmentations salariales de fin de mois, les promotions,
la volonté d'évoluer au niveau, diversification du travail. J'ai fait ceci, j'en ai marre, je veux faire autre chose et donc finalement, il y a pas forcément d'alignement entre les besoins de l'entreprise au niveau global et les envies, les desiderata des salariés, au jour le jour ou au mois le mois. Par exemple, des salariés qui me disent: «Mais moi je veux évoluer dans un certain sens et moi je veux faire ceci». Oui, OK, mais l'entreprise n'a pas besoin de ceci pour l'instant. La priorité, elle est ailleurs et donc il faut composer avec cette différence-là. Il y a plein de stratégies, il faut faire preuve de compréhension, d'empathie, et aussi d'astuce dans la gestion de l'humain. Mais très rarement les intérêts sont naturellement alignés. Après, il faut les aligner le plus possible. Donc il y a des stratégies, c'est toute la gestion RH est là pour ça, quoi. Est-ce que la stratégie justement, parce que finalement tout ça c'est corrélé à l'ancienneté de la boîte, plus la boîte devient ancienne, plus en fait, il y a de personnes et donc plus ça se complexifie et donc plus chacun a ses propres desiderata. Est-ce que lorsqu'on regarde, un gros groupe, on va penser enfin, mettons toutes les boîtes du CAC 40, elles sont confrontées au jour le jour à ce type de problème. Est-ce que la réponse à ça, c'est justement pas la structure pyramidale qu'elles mettent en place pour justement orienter les gens vers ce but-là de dire: «Ben, je vais monter plus, je vais devenir, manager, puis ensuite manager» et cetera. Est-ce que c'est pas la réponse que finalement le marché naturel a trouvé? Oui, 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 alors c'est très intéressant et c'est l'une des réponses que moi j'ai trouvées. C'était pas la seule, mais finalement créer, une perspective et donc dès le départ, le nouveau salarié, le nouveau membre de l'équipe, il rentre, il comprend qu'il a un poste et qu'ensuite il va évoluer et donc tout ça, il y a des jalons particuliers, des conditions pour pouvoir évoluer et donc ça l'inscrit dans une espèce de parcours, plus ou moins stratifié qui lui permet de se projeter sur le long terme et effectivement, ça permet de lui expliquer que oui, effectivement, tu fais quelque chose qui est peut-être pas complètement aligné avec toi, mais bon, il faut que tu atteignes ce niveau-là pour pouvoir passer à la suite et ainsi de suite. Et donc, à l'époque, chez moi, il y avait, les responsables, commerciaux et puis il y avait les managers adjoints et puis ensuite, il y avait les managers. Donc il y avait déjà toute une évolution, qui permettait aux gens de se dire: «Bah, effectivement, là, je fais un travail qui est très dur, mais il faut que j'arrive à telle performance pour, être promu en manager adjoint et pour ensuite être promu en manager». Et donc il y avait cette réflexion-là et ça fonctionnait plutôt bien. Après, il faut l'incarner, les règles doivent être très claires, il faut qu'il y ait un sentiment de justice. Donc c'est facile à expliquer comme ça sur le principe et plus difficile à faire dans les détails, mais c'est une dynamique que j'avais réussi à mettre en place et qui marchait bien. Tu es allé voir qui au début? Comment on convainc? Est-ce que c'est le fake it until you make it? Est-ce que quand tu vas convaincre des investisseurs, comme tu as pu le faire, est-ce qu'on survend? Est-ce qu'on va chercher de l'argent au moment où on en a besoin ou finalement, pour se sécuriser? Ça a été quoi toi, sur cette boîte-là, à ce moment-là du projet, la raison pour laquelle tu allais chercher de l'argent? Ouais, le réseau m'a beaucoup aidé. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'être à Polytechnique et de traîner avec des gens qui étaient, un peu dans l'élite, on va dire, et qui étaient, financièrement suffisamment aisés pour pouvoir envisager d'investir dans telle ou telle société m'a beaucoup aidé. Mon associé de l'époque qui, n'est pas resté, impliqué d'un point de vue opérationnel dans la société m'a beaucoup aidé aussi. C'était quelqu'un qui avait, un sens inné, assez surdéveloppé, du deal. Et qui arrivait à gagner la confiance des gens, très rapidement et donc il m'a beaucoup aidé. Et puis finalement, c'est une question de personne. Enfin, il y a des gens qui vont miser sur toi et il faut les convaincre qu'ils vont miser sur le bon cheval, en quelque sorte. Tout ça, ça se travaille, les argumentaires, ça se travaille. Donc je me rappelle à chaque fois lorsque j'allais voir un investisseur qui me donnait alors soit il disait: «J'investis chez toi», très bonne nouvelle, c'est juste le début, hein, c'est pas parce qu'il dit qu'il le fait qu'il va vraiment le faire. Mais d'autres qui vont: «Je vais pas investir chez toi pour ces raisons-là». Donc moi je notais systématiquement les raisons et puis j'essayais de préempter ce genre d'objection pour les prochains. Et donc il y a eu une phase en fait de travail de progression entre le point de départ et le point d'arrivée où j'ai effectivement réussi à convaincre les investisseurs qui ont investi. Tu es à la tête d'une boîte avec des salariés, des actionnaires qui génèrent de l'argent. Tu as tout finalement pour dire: «Bah, tu as réussi». Qu'est-ce qui te motive encore, à avancer et comment tu te projettes pour la suite? Ouais, alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant et ça, l'image qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est, tu sais Tarzan
qui saute de liane en liane. Et effectivement, j'avais accroché une liane en 2003 lorsque j'ai monté l'entreprise. Et effectivement, j'avais fait ce mouvement de balancier. Et j'étais arrivé au moment où il fallait prendre une autre liane pour pouvoir continuer à avancer et aller plus loin. Et cette liane-là, finalement, il y avait toute une dynamique et un timing à le faire, parce que sinon, la liane, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as un mouvement de balancier, puis après, tu retombes. Et puis, au bout d'un moment, si jamais tu n'arrives pas à prendre d'une manière ou d'une autre une autre liane, bah, tu finis par te stabiliser et puis tu es immobile. Et donc là, on aurait dû, entre guillemets, prendre une autre liane, on aurait dû passer à l'étape suivante, de lever massivement des fonds, de nous faire accompagner d'investisseurs et d'entrepreneurs aguerris qui avaient déjà monté des entreprises et qui savaient comment passer à la vitesse supérieure. On faisait à l'époque un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que le maximum, c'était 2 millions, 1,8 ou 1,9, un truc comme ça. Et donc là, on aurait dû faire un changement de paradigme. Et on ne l'a pas correctement fait. On aurait dû, encore une fois, lever des fonds et se faire accompagner de professionnels pour passer à l'étape suivante. Mes associés de l'époque ont appliqué le paradigme du domaine dans lequel ils étaient, qui était le domaine de la SS2I, où effectivement, pour vendre plus, faut faire plus d'efforts, faut passer plus d'appels, faut rencontrer plus de clients potentiels, et puis au bout d'un moment, ça augmente. Dans le e-commerce, c'est pas comme ça. En fait, il y a des investissements à faire dans le marketing. Il y a une différence importante entre le moment de l'investissement marketing et le moment où le marché réagit. Et il y a une latence. Ça suffit pas juste de passer plus de coups de fil et de rencontrer plus de monde. C'est quelque part comme si on était en première quand tu conduis, et puis quand tu appuies plus sur l'accélération, effectivement, tu avances un peu plus vite, mais bon, c'est pas comme ça que tu vas aller à 130 à l'heure, quoi. Faut changer de vitesse, et on n'a pas changé de vitesse, et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis grillé moi-même, j'ai grillé l'équipe en mettant toujours plus de pression. Et au bout d'un moment, la société s'est stabilisée, plutôt que, donc on avait une croissance x4 en 1 an, et donc on pensait que ce serait comme ça à l'infini, mais les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, quoi. Et donc au bout d'un moment, ça s'est stabilisé, on s'est fatigué, on s'est épuisé. À ce moment-là, moi, ma volonté, c'était soit de racheter d'autres sociétés pour commencer à faire de la consolidation, soit de lever des fonds pour se développer sur un nouveau marché. Et finalement, il n'y a pas eu d'alignement de vision entre moi-même, qui était très jeune à l'époque et qui, toutes ces idées-là n'étaient pas très claires dans ma tête, et j'étais pas très convaincu et convaincant non plus, et des associés qui m'ont aidé du mieux qu'ils ont pu à l'époque, investisseurs, mais qui n'appliquaient pas, selon moi, le bon paradigme, étant donné le secteur dans lequel on était et le stade de développement de la société. Et donc, il y a eu une perte de vitesse là-dessus. On a décidé de vendre la société, et effectivement, elle a été vendue dans des conditions qui ont été moins intéressantes que celles que on aurait eues si, encore une fois, on avait suivi toutes ces étapes de manière optimale. Donc là, tu revends cette boîte-là, tu la revends à qui? Je l'ai revendue à mon directeur opérationnel. Donc, il y a eu un MBO, on va dire. C'est quoi MBO pour les gens qui... Management buyout, c'est-à-dire c'est des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui comprennent le potentiel de la société, qui reprennent la société selon un mécanisme où ils s'endettent auprès d'une banque, et ils vont rembourser la dette avec le bénéfice de la société. Et donc on a trouvé un mécanisme un petit peu similaire avec la personne qui gérait l'ensemble des opérations et qui se projetait sur le long terme dans la société. Donc là, tu sors, tu as déjà un certain capital. Tu as envie de quoi? Tu as envie de partir à Bali? Tu as envie de faire une retraite au fin fond du monde, te couper des choses? Qu'est-ce que, à ce moment-là, où tu as directement envie de prendre la prochaine liane dont tu parlais? Ouais, c'était plutôt ça. Je me dis, voilà, une première expérience. Oui, j'ai fait des erreurs, mais oulala, qu'est-ce que j'ai appris plein de choses, et j'ai envie d'appliquer toutes ces choses-là et de ne plus refaire les mêmes erreurs, et à quel point ça va aller super vite dans la nouvelle boîte, puisque justement, je sais comment m'y prendre. Pourquoi aller aux États-Unis? Parce que je me dis, c'est là-bas où ça se passe. J'ai envie de changer de vie. Je savais que sur les 18 prochains mois, on allait avoir une croissance. Quelle serait cette croissance? C'est qu'on pourrait vendre la boîte dans des conditions de croissance et non pas de stagnation. C'était très important. Et là, tu as le Covid, arrêt de l'économie.
Et on se dit, c'est pas, voilà, c'est ce qu'on a construit, c'est un château de cartes qui va s'effondrer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire?